Votre invitée à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Sophie de Menton. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous, président du mouvement patronal éthique, pour ce livre Réussir, c'est possible, aux éditions Fayard. Avant de parler du livre, juste parce que le gouverneur de la Banque de France, qui pousse un coup de gueule, ça n'arrive pas souvent. Il dit « j'en ai assez de ce gâchis ». Il dénonce les querelles politiciennes qui freinent la France. Voilà. Non mais c'est insoutenable. C'est insoutenable. Les patrons sont très en colère. C'est plus possible qu'on continue comme ça, parce que chacun joue pour lui-même. Et nous avons surtout une Assemblée nationale qui n'a aucun sens de l'intérêt général. Chacun joue pour son petit parti, sa circonscription, ses desiderata en termes de plus d'argent, plus de retraite, plus de subventions et plus d'impôts pour payer tout ça. Donc c'est insupportable et les patrons sont très révoltés. Et donc je crois que, je ne sais pas comment on va s'en sortir, j'écoutais ce qui se disait avant dans votre émission qui est tout à fait intéressant, mais je ne vois pas. Moi j'ai envie de donner toutes ces chances à Lecornu, Premier ministre, que faire d'autre? Mais ça ne dépend pas de lui aujourd'hui. Il doit concilier voilà, à droite, c'est injouable. PS à gauche. C'est injouable. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Parce que moi je raisonne toujours en chef d'entreprise, parce qu'un chef d'entreprise il décide. Il y a un moment où il faut du courage, il décide, quitte à ce qu'il y ait des risques. Donc, où il dit vraiment ce qu'il pense en disant ce pays. Après tout, il avait un peu essayé aussi, Bayrou, de dire ça ne va pas. Ça ne lui a pas porté chance. Non, il l'avait dit au mauvais moment et mal, et trop longtemps après. Mais il peut dire voilà pourquoi je ne peux pas faire ça, voilà pourquoi je ne peux pas augmenter les impôts, voilà ce que je peux faire. J'en appelle à l'intérêt. Aujourd'hui, là, il dit qu'il veut améliorer les retraites des femmes. Il vient de le lâcher, ça, Sébastien Lecornu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah, D'abord, je ne crois plus à un mot, mais pas du tout. Je ne crois plus un mot des promesses, parce que rien ne se passe. Moi, je veux des réformes de l'État. Je veux qu'on me dise, tiens, on va, une petite liste. Ça, il y a 16 milliards d'euros d'économies. Où, quand, comment? Je suis une chef d'entreprise. Si j'ai un DRH ou un directeur commercial qui me dit « je vais faire des économies », ah bon, très bien, au revoir. Non, je veux savoir où, quand, comment. Quel est son pouvoir pour le faire? Je veux dire, on me dit indéfiniment qu'on va récupérer notre malheureux écrivain en Algérie, qu'on va arrêter. Rien ne se passe. Pardonnez-moi, mais vous savez, là j'ai la voix des patrons. D'ailleurs, le MEDEF a lancé une révolte. Oui, le 13 octobre à l'Accor Arena pour... Je ne sais pas. En même temps, sous Emmanuel Macron, honnêtement, depuis qu'il est arrivé, globalement, beaucoup de décisions, de mesures ont été faites en faveur des entreprises. Nous sommes d'accord. Oui, non, mais attendez. Jamais autant n'a été fait, il faut le dire. Hein. Alors, fiscalité du capital. Oui d'ailleurs, mon point, Sophie de Menton, rien n'a jamais autant dépensé, ce qui est tout à fait différent. La hausse de la flat tax, on l'entend, elle est apparemment dans les cartons du gouvernement. Elle est à 30% aujourd'hui sur les revenus du capital. Ça serait une erreur, c'est vraiment rédhibitoire. Si elle passe de 30 à 31, à 32, à 33. Si vous voulez, ce qui est rédhibitoire, c'est qu'on me parle de ça, soit, on me dit, voilà en face qu'on a décidé pour diminuer la dépense de l'État. Je ne veux plus un mot d'augmentation sur quoi que ce soit, sans que l'on dise ce qu'on a diminué dans les dépenses de l'État, que ce soit les frais de maquillage de la maire de Paris, ou tous les chauffeurs. Non, alors, ce n'est jamais ça. Vous savez que le diable est dans les détails. Vous savez que dans une boîte, quand on veut faire des économies, on commence par les trucs les plus simples. Donc, je veux tout, du plus simple au plus élevé. Essayez de chercher les grosses dépenses. Non, on commence par les petites et on enchaîne. On fait le BBZ. Vous savez ce que c'est que le BBZ? Non, dites-moi. Eh ben, c'est le business zéro. C'est-à-dire qu'on prend un ministère et on dit aux ministres, qui d'ailleurs n'ont plus de pouvoir sur leur administration. Il y a des ministres, c'est pour décorer. Il y a des administrations qui s'auto-alimentent et font ce qu'elles peuvent. Les ministres essaient d'avoir ses convictions, d'écouter le Premier ministre et d'écouter son administration, donc il n'a pas de pouvoir. Il faut des décrets pour n'importe quoi, il faut aller devant le Parlement pour n'importe quoi. Je crois qu'on s'en sortira si le Premier ministre est capable de dire tout de suite là, voilà concrètement sur quoi on va économiser, ça commencera dans 15 jours, voilà comment je m'y prends. Voilà ce que je fais.
Et peut-être le talent d'Achille de nos hommes politiques, des députés jusqu'au plus haut sommet de l'État, c'est de ne pas connaître le monde de l'entreprise. C'est ça le vice congénital? Ah mais merci. Vous savez ce qu'on a fait à Éthique, mouvement patronal, entreprise à taille humaine, indépendante et de croissance. On a invité les parlementaires à faire des stages dans nos entreprises. Eh bien, figurez-vous qu'on en a 60. Bah, c'est bien déjà. Vachement bien. Ouais, 60 sur... Et alors, il y a LFI qui a refusé. Il y en a une qui voulait bien à LFI, mais elle attend un bébé. On a eu des gens formidables. Il y a Éric Woerth, j'étais quand même sidérée. J'ai dit, écoutez, trouvez une entreprise quand même. Il a été ministre des Finances. Il a dit, non, non, je veux savoir comment fonctionne une boîte de coursier. Et il y a donc une société... Peut-être une reconversion. Elle est drôle. Une boîte de coursier parce qu'il y a une concurrence déloyale. Il y a des plateformes de courses avec des types pas déclarés qui livrent n'importe quoi, dont on n'a pas de sécurité. Et il y a des... Éric Woerth est en stage en ce moment. Non, ça va démarrer parce qu'on a été un peu... Et alors, ceux qui l'ont fait, ça les a changés? Ça a changé leur regard sur l'entreprise? D'abord, le stage, malheureusement, il n'est qu'une ou deux journées. Divisé pour l'instant. Ah oui, c'est un micro-stage. Mais ce qui est stupéfiant, c'est qu'en 1 ou 2 jours, ils découvrent ce que c'est qu'une boîte. Il va voir la comptable, il voit ce qu'on a comme déclaration, il interroge les salariés, et ils le font en toute modestie et vraiment bien. Et ils en souffrent. Je vous donne un exemple. J'ai eu Marine Le Pen, il y a 2 ans, qui me téléphone. On n'est pas particulièrement liés. Vous décrochez? Je décroche. Et qui me dit, voilà, mes députés ne connaissent rien aux boîtes. Je vous mets 10 députés, vous me mettez 10 patrons, d'accord? Et j'ai une question à poser. Je trouvais ça extraordinaire. Je dis, écoutez, oui. On ne sait pas s'il faut augmenter le SMIC. Alors, d'abord, je suis impressionnée parce que je trouve ça bien de se poser des questions. Personne ne pose jamais une question comme ça. On a eu un déjeuner qui a duré 3 heures. Elle avait des parlementaires, excusez-moi, qui n'étaient pas des fachos, qui n'avaient pas des moustaches à la Hitler, et qui étaient très intéressants, dont une pharmacienne, je me souviens, des gens qui bossaient et qui ne savaient pas. Et vous les avez convaincus qu'il ne fallait pas augmenter le SMIC? Eh bien oui. Eh bien figurez-vous elle m'a dit en partant, nous ne le demanderons plus jamais. Parce que... Pourtant, il y a un problème de pouvoir d'achat en France et de salaire. Énorme problème de pouvoir d'achat. Ah mais pas du tout. Sachant qu'autour du SMIC, déjà, il n'y a quasiment plus de cotisation. Hein. Voilà. Et c'est un drame, parce que vous ne sortez pas les gens du SMIC, parce que ça coûte pas cher de les avoir au SMIC. Tous ceux qui sont, si vous l'augmentez, ceux qui sont au-dessus sont foudrage, et il faut les augmenter, parce que sinon, comment on atteint le SMIC? Et donc, ça coûte une fortune à la boîte, et ça décale... J'ai plus le chiffre, mais pour 100 € d'augmentation, au-delà de... Rappelez-moi le chiffre, j'ai plus... Je les paie 400 €, ils ont 120 dans leur poche. Ah, voilà. 400 € de plus, ça coûte à la boîte, c'est 120 € de la poche du salarié. Voilà. C'est le modèle social français. Voilà. Alors, vous vouliez une réponse. Il faut cesser de faire peser sur le salaire notre protection sociale. Le PS, notamment dans sa discussion avec le Premier ministre, veut une baisse de la CSG pour que le travail paye plus. Vous dites pourquoi pas? Je ne sais pas. Non mais attendez, on a Bercy qui est une ville, on a les gens les plus compétents du monde. Une ville dans la ville. Vous recevez des économistes de tous bords. Je ne suis pas capable de vous dire si ça fonctionnera bien et de combien ce sera utile. Je veux la baisse des dépenses de l'État. Alors, on a compris. Moi, je comprends, mais eux pas. Ouais. Ceux qui vous écoutent n'ont pas compris. Les politiques ne parlent pas, encore une fois, j'y reviens, c'est important, c'est dans votre discours, ils ne parlent pas assez aux patrons. Parce que d'ailleurs, le mot patron est devenu un mot péjoratif. Mais faut plus dire patron. C'est pour ça que je l'ai repris. Hein? Non mais c'est vrai. 42 parcours de patron, Made in France, on va y revenir, c'est le livre. C'est pour ça que j'ai pris le nom. C'est insupportable, il faut des périphrases partout. C'est comme... On dit chef d'entreprise, on dit entrepreneur. Entrepreneur, chef d'entreprise, mon boss quand on a... Pourquoi patron est devenu péjoratif? Parce que nous sommes restés dans l'industrie des années 60, où il y avait le malheureux, je dis malheureux, hein, dans l'imaginaire, le malheureux ouvrier qui avait un patron très dur, qui exploitait, il décidait tout, etc. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'à l'époque, il y avait des syndicats, et il y avait ce qu'on appelle des syndicats maison. Eh bien, figurez-vous que le syndicat maison, c'est génial. J'en ai eu un, j'avais une société... C'est quoi un syndicat maison? Eh bien, c'est des syndicalistes qui sont chez vous, CGT ou autres, qui sont très sympathiques, qui bossent, et qui viennent vous voir, comme chez moi. C'était l'UNSA. Il arrive dans mon bureau, et il me dit, bon, cette année, il n'y a pas d'augmentation. Hein.
Alors je le regarde, quand vous avez un syndicaliste qui vient chez vous en disant pas d'augmentation, il dit non, on a regardé les comptes, là, cette année, il y a une baisse de chiffres, on peut augmenter personne. Je restais muette. Formidable, l'UNSA chez moi était formidable. Et ils venaient voir, bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors de temps en temps, ils râlaient parce qu'il fallait ceci ou cela. C'était un syndicat particulier parce que les autres, c'était beaucoup plus dur. La CGT, j'avais une femme voilée, c'était très difficile. Et donc, elle ne serrait pas la main des clients. Personne ne connaît le quotidien de l'entreprise. Et notamment les politiques. Et après, on en vient au livre. C'est ça le drame pour la France. Mais c'est pareil le livre, parce que c'est pour les politiques et tout ce qu'on dit est. C'est un drame que les politiques, quels qu'ils soient totalement, comment dire, pour eux, c'est un monde inconnu, le monde de l'entreprise. Inconnu. Alors, et c'est pour ça que c'était pas mal quand on pouvait avoir la fonction de parlementaire local, doubler les fonctions d'être maire, etc., parce qu'ils étaient obligés de voir les entreprises. Ouais. Et c'est terrifiant et on ne va pas en sortir. Et je vais vous dire une chose, on en sortira, je sors à l'occasion de la fête des entreprises, je sors un sondage. J'aime ma boîte, 23e édition. Oui. C'est vendredi. C'est jeudi 16 octobre. C'est jeudi 16 octobre, ok. Jeudi 16 octobre. Tout le monde fait des fêtes dans les boîtes, on fait de la pédagogie, on invente des choses. Enfin, c'est génial, ça marche très très bien. Et je pense que c'est beaucoup plus efficace pour montrer aux politiques qu'il faut écouter les entrepreneurs que de râler. Bon, on ne râlera pas en sachant que réussir en France, c'est possible. Vous avez rencontré 42 chefs d'entreprise qui se sont confiés à vous. On va donner les noms, Mauboussin, Flelou, Fusalp, Mousseline, Shiseido et d'autres. Qu'est-ce qu'ils ont tous en commun? Alors c'est très drôle. D'abord... La passion. Non, je ne sais pas. La niaque. Non. Ils ont forcément la niaque. Ouais. La passion, oui. Ils ont surtout no is not an answer, comme disent les Américains. Non n'est pas une réponse. Ensuite de ça, dès que vous avez un problème qui arrive, ça ne les intéresse même pas, c'est la solution qu'ils cherchent. Et ça, c'est quelque chose de formidable parce que dans une entreprise, déjà, moi, je leur dis tous les matins, vous dites quelque chose, ils disent, ce ne sera pas possible, ils ne voudront pas. Non, mais puis on n'arrivera pas à l'avoir au téléphone, hein, il est injoignable. C'est non d'abord. Et donc, un chef d'entreprise ne veut pas entendre ça. Il essaie. Et tout est possible. J'ai d'ailleurs demandé au président de la République de souhaiter bonne fête à toutes les entreprises de France et aux Français. J'ai demandé personnellement, par lettre. Il avait au début trouvé ça formidable. Et je pense qu'il aurait vraiment une chose à faire, Emmanuel Macron, c'est dire qu'il aime les boîtes, qu'il aime les patrons, qu'il aime les salariés, qu'il leur souhaite bonne fête. Et il ne le fera pas alors? C'est pas impossible. Ah, on ne peut pas vous dire non. No is not an answer. No is not an answer. Bon, l'un des enseignements, dans les enseignements de ce livre, c'est que d'accord, la réussite, elle est possible, mais... Non, l'enseignement, pardon, je vous coupe, oui. Ce sont tous des aventuriers. Les derniers aventuriers de notre époque. Ils font des trucs dingues. Alors d'abord, ce qui est intéressant, c'est qu'en France, ils lancent très bien une start-up. On adore les start-up. Start-up Nation, n'en parlons pas. Mais après, il faut la faire grandir. Et après, ils se barrent. On ne peut pas la faire grandir en France. Tout commence à arriver. C'est toujours un sujet de faire grandir les boîtes en France. Notamment les start-up, c'est toujours un sujet. Toujours. Parce qu'il manque quoi? Les compétences, on les a, les financements, il manque, tout s'accumule. Les autorisations, la lenteur. Un patron, il déteste la lenteur. Moi, la première, je suis trop impatiente. Ah, c'est pas une surprise. Bon. Ok. Et la lenteur est insoutenable. On est plus lent que dans tous les pays du monde. Vraiment. On n'est pas. Peut-être que la Belgique est un peu lente. On n'a pas tendance à s'autoflageller quand on dit ça. Ah non, mais on ne se flagelle pas du tout, nous. Alors qu'on a tellement d'atouts en France. Non, mais on est formidable. Je vous ai entendu tout à l'heure, on sait tout faire. Et d'ailleurs, on le redisait aussi ce matin, on sait tout faire. On sait faire des bombes atomiques, la Tour Eiffel derrière vous, des produits de beauté extraordinaires. On a la plus belle boîte de luxe au monde. Merci Bernard Arnault. Au lieu de dire merci Bernard Arnault, on le fustige. C'est terrible, l'argent de Bernard Arnault. On veut le voler, on veut le spolier. 15 milliards d'euros, il paie d'impôts. Mais c'est pas... Ah, pas chaque année, hein. Je ne sais pas tous les combien. C'est sur plusieurs années, évidemment. Mais bon, bref. Mais oui. 15 milliards d'euros. Le sujet, on peut évidemment dire que c'est une réussite extraordinaire, mais après, la question, c'est toujours en France, c'est cette question de la justice fiscale. Est-ce que les plus riches est-ce que les plus riches payent vraiment à hauteur de ce qu'ils gagnent? C'est ça le sujet. Il y a eu des rapports qui ont montré que
la pression fiscale en pourcentage des revenus diminuait à mesure qu'on gagnait de l'argent. C'est pas faux, je crois. Ça pose un Pas problème. faux. C'est pas faux, mais ça doit moi... vous poser un problème d'éthique et de morale. Non, certainement pas Éthique. d'éthique. Le problème d'éthique, il est chez le fisc, qui vole. Ah, Le fisc pique l'argent des Français. oui, mais c'est pour derrière qu'il y ait des dépenses publiques, Pour dépenser beaucoup trop, oui, bien sûr, pour dépenser beaucoup trop et mal. On veut bien qu'on nous prenne de l'argent, mais à partir du moment où vous avez, par exemple, dans un hôpital, le double de fonctionnaires plutôt que des médecins, que vous avez en Allemagne sur le même nombre de salariés, entre guillemets, d'un hôpital, vous avez plus de médecins que de fonctionnaires. Ben, nous, c'est le contraire. Donc, si vous voulez, c'est l'utilisation de l'argent public qui est en cause, l'ignorance des fonctionnements managériaux, et c'est ça qu'il faut leur apprendre. Donc, quand je dis que, en ce moment, quand le Premier ministre va arriver, va dire, bon, on va prendre un petit peu, soi-disant, pour une justice fiscale. Où sont ces économies? Ah, on y revient. Ben oui. Mais on ne sait pas faire en France, vous avez compris ça? Ah ben moi, je sais faire. Ah, offre de stage, enfin de poste? Non, non, du tout. Non, ce que je sais faire, c'est que tout le monde sait faire des économies dans une grosse structure. C'est pareil, quand vous devez faire des économies chez Total, partout, c'est très difficile. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut la volonté de mettre à zéro. Dans un ministère, on analyse tout. Oui, réorganiser. Vous analysez tout dans un ministère. Est-ce que là, il faut vraiment 35 personnes? Est-ce qu'il faut tant d'agences régionales? J'avais été voir le ministre de la Santé, je lui ai dit, il faudrait ça. Il m'a dit, mais moi, je n'ai pas le pouvoir. Sur les agences régionales de santé, j'ai aucun pouvoir. Les ministres ne sont pas à la tête des administrations et ne sont pas des chefs d'entreprise. Réussir pour un chef d'entreprise n'est pas le fruit du hasard, dites-vous. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on devient chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'on a une matrice particulière en tête, on a un mindset particulier là. Au-delà de no is not an answer et d'être impatient. Il y a les jeunes que je vois et qui disent « je veux être chef d'entreprise ». Je lui dis « ah bon, pourquoi faire ?» Je ne sais pas, je veux être chef d'entreprise. Donc ça ne marche pas. La volonté des chefs d'entreprise, parce que, un, je n'ai pas de chef, deux, je serai plus libre, et trois, je gagnerai probablement plus d'argent, à éliminer. Ce qui est extraordinaire, c'est on a une idée, on veut faire un truc, il y a des gens qui partent de zéro, ils ont une idée. Donc la première des choses, c'est l'idée, avoir du caractère, avoir une certaine force de conviction. Et ce qui est très étonnant, pardon, je ne devrais pas dire ça, il n'y a pas tellement besoin d'études. Oh. Oui, c'est vrai, ça m'a été surpris dans le bouquin, ça, finalement. Alors moi, d'abord, je suis sidérée par le nombre d'autodidactes, 1 sur 2. Il y a qui, on donne des noms dans oui. Ceux qui vous ont le plus marqué dans les 42 patrons. Ah, il y en a un, bon, à Flelou, c'est marrant quand même. À Flelou, il monte une boutique de lunettes et puis il adorerait sa boutique. On lui dit, il faut grandir un peu parce que ça marche bien et il faut déménager. Il dit non. Je ne veux pas déménager, j'adore ma boutique. Donc, on en trouve une seconde. On dit, voyez, on va mettre une seconde. Il dit, d'accord. Ben, c'est comme ça qu'il en a, je sais pas combien dans le monde. 1400 et quelques. On a, donc c'est des gens qui ont... alors il y en a un, je ne le citerai pas, mais qui dit... Si, on cite. Hein. Bah, si. Pardon? On le cite, c'est dans le bouquin. Oui, mais lui, il dit, c'était vachement bien, c'est génial d'entreprendre, mais il faut savoir qu'on perd sa femme. Hein. Alors, c'est pour ça que je... Alors, je dis, mais quoi, enfin, oui. Ah, il dit, moi, elle n'a pas supporté. C'est nuit et jour qu'on y pense. Nuit et jour. Et donc, j'ai divorcé. Alors, j'ai dit, bon, et maintenant, il me dit, ah, j'ai épousé une chef d'entreprise. Elle comprend tout. Donc bon, ça c'est exceptionnel, mais c'est des aventures humaines. Je ne leur demande pas combien ils gagnent, je ne leur demande pas s'ils payent trop d'argent au fisc. Il y a par exemple Fusalp, c'est des histoires formidables. Elle est à la tête de Fusalp et elle invente une nouvelle combinaison de ski vachement bien près du corps. Vous savez qu'ils sont très à la mode. Ajusté. Oui, plus que ça. Et il y a une compétition, personne n'y croyait parce que c'était presque du latex, enfin bon. Et puis, le coup de bol insensé, elle démarre et l'Allemand... C'est qui elle? La patronne de Fusalp? Oui. Qui s'appelle? Eh bien, je vais vous la retrouver tout de suite. Ah, petit trou de mémoire. Bon, et donc alors? Oui, j'en ai beaucoup. Hein. Si vous commencez à me demander les noms, j'en trouverai pas un seul. D'accord. Donc l'Allemand, je dois l'avoir là. L'Allemand démarre... Et sa combinaison craque. Il est obligé de renoncer à la course. Sa combinaison craque au départ. Et trois départs après, le mec de Fusalp, qui était dans une combinaison extraordinaire, gagne. Et ça a été le coup d'envoi. Et c'est très amusant. Donc on a
très amusants. Le patron, ne me demandez pas les noms. On ne demande pas les noms. Non, j'en ai quand même eu 152 là. Et, celui qui a fait les purées mousselines, bac -2. Moi, j'adore ça. Et puis, vous avez les héritiers qui sont formidables. Alors, j'aime énormément aussi les taxis G7. Il avait un père et un grand-père. Rousselet. Oui, Rousselet. Ça, je sais. Ah oui, je ne sais pas. Il est membre éthique, d'ailleurs. Et il a développé, son père l'a développé, il a repris, mais il a tout développé. Il a maintenant une entreprise qui fait des stocks pour ceux qui déménagent en banlieue. Et puis, il a eu tous les Uber qui ont débarqué. Eh bien, il a monté le niveau de sa boîte. Maintenant, on a des journaux dans les G7, on a à boire. Avant, on te faisait jeter. Il disait oh, « je ne connais pas votre rue ». Enfin, les taxis étaient odieux avant. Eh bien, la concurrence de G7, qui n'est pas fair-play d'ailleurs, de Uber, qui n'est pas fair-play d'ailleurs, a donné un sursaut extraordinaire aux taxis. Et c'est exemplaire. On est les meilleurs au monde. Je vois Mauboussin aussi. Pourquoi c'est une belle histoire, Mauboussin? Alors, Mauboussin, d'abord, il a des bijoux. J'adore. Ensuite, c'est une belle histoire parce que les bijoux, c'était de la haute joaillerie. Il a pris de la haute joaillerie et on a beau avoir des riches, c'est très difficile, je veux dire, de plus en plus, c'est particulier. Et il a eu le courage de casser le modèle et de faire, en gardant les mêmes codes. C'est-à-dire que la bague de fiançailles, c'était un diamant, ça coûtait une fortune chez Mauboussin, etc. Il a fait la bague de princesse à 900 €. Et tous les fiancés tradis de France ont pu aller chez Mauboussin. Je confirme. Il y a fort longtemps, mais je confirme. Oui. Et c'est extraordinaire, c'est magnifique. Et il a gardé l'image de luxe. Et puis alors, il a continué. Maintenant, il lance des sacs. Donc, c'est formidable. Il développe, ils aiment, ils comprennent les gens. Et c'était très malin, parce que ça a l'air simple comme ça, mais très malin. Et il fait aussi, pour faire rêver, le diadème des Miss France, qui sont là des trucs absolument somptueux, là, en revanche, avec des pierres extraordinaires. Il faut être fier. On le sent dans votre discours de nos entrepreneurs nationaux et ne pas oui, moi, je suis fière. ne pas... Et les héritiers, on critique les héritiers, c'est les plus formidables. Bah oui, les héritiers, ils ont parce qu'on imagine qu'ils ont une cuillère en or depuis tout petit. Pas du tout. Parfois si. Oh. Il y en a partout. Hein. Non, les héritiers, c'est très compliqué. Par exemple, de Richebourg. Il y en a un qui est parti faire des courses automobiles. Dans les services oui. Aux collectivités, c'est ça D'abord, les éboueurs qui ne font jamais grève. Formidable, c'est ceux qui ramassent quand on est dans un état épouvantable à Paris. Donc, ils ont ça. Ils aiment leurs salariés à un point formidable. J'ai des poubelles qui passent dans ma rue. Ils me reconnaissent. Les éboueurs. Des éboueurs. Pas des poubelles. Non, mais j'ai compris. Enfin, on ramasse les poubelles. Oui. Des éboueurs qui passent et je vois un jour le camion qui s'arrête, qui dit « je m'arrête pour que vous puissiez passer avec votre vélo ». Je dis « vous êtes formidable ». Enfin bref, je veux une photo avec vous, dit l'éboueur. Et il dit « moi, j'ai 60 ans, je ne pars pas à la retraite parce que nous, quand c'est difficile, on nous donne des postes pas difficiles ». Une boîte qui a un sens des ressources humaines extraordinaire. Et c'était des héritiers, ils n'avaient pas du tout envie de faire ça. Il y en a un qui a été coureur automobile, l'autre qui a été comédien. Et puis un beau jour, ils se sont dit quand même. Et ils ont repris ça, ils font quelque chose de formidable. C'est intéressant, Sophie de Menton, vous parlez des salariés. Qu'est-ce qu'ils attendent aujourd'hui de la part de leurs patrons, de leurs dirigeants, et comment la relation entre patrons et salariés a évolué au fil des années? Alors vous allez être très surpris, ils aiment leur boîte. Le sondage va sortir, ils sont 65% à dire « j'aime ma boîte », ce qui est plus faible parce que aimer va avec la confiance et qu'ils sont inquiets pour leur boîte. Ça, c'est quelque chose de sûr. En revanche, ils sont 84% à dire « ma fierté, c'est ma boîte »,« ma boîte est utile au pays ». 84%. Les PME, ouais, ma boîte, elle est utile au pays. Et donc, il y a vraiment quelque chose de très fort. Ils sont réconciliés avec le fameux patron qu'on n'aimait pas. Ils aiment leur boss. Alors, il y en a quand même 25% qui ne les aiment pas, mais ce n'est pas grave. Ils aiment leurs collègues, ils aiment ce qu'ils font.
ils disent que si on aime leur entreprise, son entreprise, on travaille plus. Et 35%, même si on n'est pas augmenté. C'est la marque employeur, c'est tout ce qu'on... Il y a encore que on peut dire ça, mais j'aime pas l'idée de marque employeur. Non, mais c'est donner, rendre la boîte désirable, et ça passe par le salaire d'abord, évidemment, mais pas seulement. 4e position. Oh. Oui. Non. Oui. Le salaire en 4e position. Oui. Demandez Vous avez mal posé Opinionway. votre question. Opinionway. Ils vont vous attaquer. Bon, il faut lire. Réussir, c'est possible. Parce que ça donne le moral en ce moment. Non, et ben voilà, c'est un peu feel good. Et puis, notre pays regorge de talent, de succès. C'est ça aussi. Parce que oui. Hein, j'ai pas été triste une seule fois dans ce livre. Il y avait des jeunes aussi, là-dedans. Plein. Qui comment il s'appelle? Il a un pressing. Si. Alors d'abord, attendez, j'en ai reçu 170 et j'en ai sélectionné 42. Donc je confonds souvent entre ceux qui sont formidables et qui, voilà. Ils sont tous formidables. Un pressing génial, il en a fait 16. Le premier pressing écologique. On en a un, il n'a pas voulu être dans le livre, c'était très drôle. Il a monté sa boîte pendant le Covid. Et il disait à ses parents qu'il bossait pour la fac. Et donc, il n'a pas voulu. Il est sorti, il a monté sa boîte, ça démarre du feu de Dieu. Dans quel secteur Internet. Ok, bon, c'est flou, mais tant mieux, tant mieux. En tout cas, réussir, c'est possible. C'est aux éditions Fayard et c'est signé Sophie de Menton. C'est signé de tous les entrepreneurs qui sont là. Et ça, c'est vrai, avec tous ces entrepreneurs, il y en a 42. Et qui racontent eux-mêmes leur histoire. Ouais. Parce que moi, je les présente, je fais un intro pour chacun, et ils ont 3-4 pages pour dire humainement ce qu'a été leur boîte pour eux. Voilà. Vous ne trouverez pas de chiffres. J'aime ma boîte, 23e édition, donc le 16 octobre également. Où ça sera où? Il y aura pas un événement particulier? Mais c'est la Saint-Valentin, c'est chacun dans votre boîte. Ah oui. C'est ici, vous allez donner des croissants, faire une fête, boire des jus d'orange dans le studio. Vous allez inventer le concours de photos, parce qu'il y a quelqu'un qui fait des très belles photos. Je ne sais pas, mais je l'invente. Et donc, vous allez tous aller après bouffer ensemble au restaurant. Il y a des restaurants qui donnent un café gratuit quand on dit j'aime ma boîte. C'est la Saint-Valentin des entreprises. Voilà. Et donc le 16 octobre. Oui. On ne se trompe pas. Merci Sophie de Menton et à bientôt. Merci à vous. Salut.